Lorsque Sharon Marshall était adolescente, elle semblait avoir le monde à ses pieds. On disait qu'elle était lieutenant-colonel dans le ROTC et l'une des meilleures et des plus brillantes élèves de sa classe. Une jeune femme indéniablement intelligente avec un cœur aussi aimable. À sa graduation du lycée en 1986 à Forest Park, en Géorgie, Sharon avait obtenu une bourse complète pour l'Institut de technologie de Géorgie avec le projet d'étudier l'ingénierie aérospatiale pour réaliser son rêve de travailler à la NASA. Malgré cette opportunité incroyable, Sharon n'a jamais été à l'université car elle gardait un secret. Sharon était enceinte pendant les derniers mois du lycée de son petit ami à qui elle n'a jamais parlé du bébé. Sharon a bien caché son secret et a fini par accoucher, permettant à un couple riche du Texas d'adopter l'enfant. Cependant, la grossesse avait bouleversé ses plans de vie et, à un moment donné, elle aurait même tenté sans succès de fuir avec son petit ami. Après avoir perdu son opportunité d'aller à l'université, Sharon a déménagé à Tampa, en Floride, pour recommencer avec un homme nommé Franklin Delano Floyd. Bien qu'elle se soit installée avec Frank, Sharon a commencé à sortir avec un autre homme et est rapidement tombée enceinte une deuxième fois. Une fois de plus, elle n'a jamais dit au père du bébé qu'elle était enceinte. Cependant, cette fois-ci, elle a décidé de garder l'enfant et de l'élever avec Frank. Sharon a donné naissance à son fils Michael Gregory Marshall en 1988. Frank et Sharon avaient une relation compliquée. Il n'était pas clair s'ils étaient romantiquement impliqués ou non, mais les deux vivaient ensemble et prenaient soin du fils de Sharon, Michael. Frank travaillait comme peintre, mais souffrait souvent de problèmes de dos et pouvait rarement travailler. En conséquence, Sharon est devenue danseuse exotique pour les soutenir, mais ils ont également commencé à dépendre des chèques de bien-être social pour survivre. Ses collègues de travail voyèrent Sharon comme une personne aimable et amicale, mais elle avait une relation particulièrement proche avec une collègue de 18 ans nommée Cheryl Comesso. Malgré l'amitié entre les femmes, Frank et Cheryl étaient connus pour avoir des désaccords fréquents, bien qu'il y ait eu des rapports selon lesquels les deux pourraient avoir eu une brève relation. Un week-end en 1989, Frank, Sharon et Cheryl sont allés ensemble faire une promenade en bateau, où une dispute éclata entre Cheryl et Frank. Après la dispute, Cheryl aurait signalé Sharon aux services sociaux pour avoir falsifié ses revenus en tant que danseuse exotique. Sharon avait caché une partie de l'argent qu'elle gagnait pour continuer à recevoir des chèques de l'État. Mais l'appel de Cheryl signifiait que Sharon ne qualifiait plus pour l'aide sociale. Furieux des actions de Cheryl, Frank est allé au club où travaillaient Sharon et Cheryl et l'a confronté juste à l'extérieur de l'établissement. Les témoins ont rapporté que Frank avait frappé Cheryl au visage pendant la dispute. Peu après, Cheryl quitta la maison de son père pour aller séjourner chez une amie, mais lorsqu'elle n'appela jamais son père pour lui dire qu'elle était bien arrivée, il la signala comme disparue. Sa corvette abandonnée fut découverte à l'aéroport et une enquête fut lancée pour retrouver la femme disparue. Tant Frank que Sharon furent considérés comme des personnes d'intérêt, mais pendant des années, aucune preuve ne surgit les reliant à la disparition de Cheryl. Les deux ont rapidement fait leurs valises et quitté la région, ce qui ne fit qu'accroître les soupçons, d'autant plus qu'ils commencèrent à utiliser différents noms en voyageant. Frank et Sharon finirent par se marier en 1989. Frank affirma que c'était pour donner le nom de famille de Sharon à l'enfant, bien que le couple utilisa fréquemment différents pseudonymes. Ils finirent à Tulsa, en Oklahoma, où Sharon reprit son travail de danseuse exotique. Sharon se faisait facilement des amis dans chaque endroit où ils allaient, mais personne ne semblait apprécier Frank, qui était agressif et désagréable. Il semblerait que Frank se soit à nouveau disputé avec une autre danseuse avec laquelle Sharon travaillait, et lorsque la femme cria que Sharon devait le quitter, il répondit « Si jamais elle me quitte, je la tue ». Frank ignorait que Sharon faisait des plans pour le quitter pour un homme qu'elle avait rencontré au club où elle travaillait. Sharon aurait supposément déjà quitté Frank auparavant, mais avait peur de ce qu'il lui ferait à elle ou à son fils, Michael. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, Sharon fut victime d'un accident soudain. Elle fut retrouvée inconsciente au bord d'une route et semblait avoir été victime d'un accident avec fuite. Frank affirmait qu'il dormait au moment de l'accident. Bien qu'elle fût transportée d'urgence à l'hôpital, Sharon ne revint jamais à la conscience. Ses amis du club vinrent lui rendre visite pendant sa convalescence, et beaucoup affirmèrent qu'elle allait mieux. Mais Frank leur interdit bientôt de la voir sans explication.
5 jours après l'incident, Sharon mourut de ses blessures, mais beaucoup soupçonnèrent les actions étranges de Frank, surtout que Sharon semblait se rétablir avant de mourir soudainement. Le médecin était également suspect et, basé sur les vieilles contusions notées sur son corps, classa sa mort comme un homicide et déclara même que la blessure à la tête ayant causé la mort de Sharon pourrait ne pas avoir été causée par un véhicule. Bien que personne n'ait pu prouver que Frank avait été celui qui avait percuté Sharon ou qu'il avait éventuellement tué Sharon pendant qu'elle était à l'hôpital, beaucoup en arrivèrent à cette conclusion, d'autant plus que les camarades de travail de Sharon payèrent pour sa pierre tombale au lieu de Frank. Frank contacta bientôt les compagnies d'assurance pour réclamer la police d'assurance de 80 000 $ qu'il avait prise sur Sharon seulement quelques mois avant sa mort. Le problème était que Frank utilisait fréquemment des pseudonymes et les numéros de sécurité sociale qu'il fournissait ne correspondaient jamais à son nom. Après plusieurs tentatives, il fournit enfin son vrai nom, Franklin Delano Floyd. C'est alors que tous les mensonges de Frank commencèrent à se désintégrer. Il s'avéra qu'il avait un passé criminel assez étendu. Lorsque Frank avait 19 ans, en 1962, il avait été condamné pour avoir enlevé et agressé une fille de 4 ans, ce qui avait entraîné une condamnation à purger de 10 à 20 ans de prison. Cependant, il s'échappa de l'hôpital psychiatrique où il avait été placé initialement en volant un véhicule. L'histoire de Frank fut encore plus choquante lorsqu'il vola une banque le lendemain de sa fuite et fut de nouveau capturé. En 1972, Frank fut libéré, mais presque immédiatement, il tenta de kidnapper une femme d'une station-service et fut de nouveau arrêté. Cette fois, cependant, il paya sa caution, mais ne se présenta pas à son audience. Un mandat fédéral fut émis pour son arrestation, mais il disparut rapidement et commença à utiliser des noms faussement tout en étant en fuite. Ce n'est que lorsqu'il dut finalement donner son vrai nom complet à la compagnie d'assurance que Frank se retrouva confronté à ses mensonges. Frank tenta de fuir les autorités, mais fut bientôt capturé en Géorgie et incarcéré pour terminer sa peine. Pour les amis de Sharon, l'arrestation de Frank fut perçue comme une forme de justice pour sa mort prématurée. Pendant ce temps, Frank aurait confié Michael aux services sociaux avant de fuir, et Michael fut bientôt placé dans le système de placement où il trouva une famille aimante. Cependant, tout le monde fut surpris par le comportement du petit, car il semblait être non-verbal et ne communiquait que par des cris et des gémissements. Frank insista sur le fait qu'il était le père de Michael, de sorte que l'enfant fut fréquemment amené le visiter alors qu'il était incarcéré. Lorsque Michael montra une réticence à visiter Frank, un test de paternité fut finalement réalisé. Bien que Frank ait initialement résisté, il s'avéra que, malgré ce que Frank disait, Michael n'était pas son fils biologique et les visites furent interrompues. Mais cette histoire surprenante ne s'arrête pas là et était loin d'être terminée. Lorsque Frank fut enfin libéré de prison en septembre 1994, après avoir purgé 4 ans, il commença à harceler Michael et ses parents adoptifs en Oklahoma. Sachant qu'il ne serait jamais accordé la garde de l'enfant, il élabora un plan pour l'enlever. Le 12 septembre 1994, Frank se présenta à l'école primaire de Michael et exigea de voir le directeur, James Davis. Lorsque l'on lui refusa de prendre Michael, Frank sortit une arme et menace Davis. Michael fut finalement emmené, tout cela sans alerter personne à l'école. Frank obligea le directeur, sous la menace de l'arme, à les conduire dans une zone à quelques kilomètres des terrains de l'école. Là, Frank attacha Davis à un arbre, le laissant indemne, et s'enfuit avec Michael dans la camionnette de Davis. Lorsque le kidnapping fut finalement révélé, une recherche frénétique commença. Mais il fallut 2 longs mois avant qu'on découvre quoi que ce soit. Frank fut retrouvé à Louisville, Kentucky, et arrêté, mais il n'y avait aucune trace de Michael. Même après des recherches exhaustives, il n'y eut aucun signe de ce qui était arrivé au petit, et Frank refusa de dire quoi que ce soit. En parlant de Michael avec la police, Frank déclara « Ce n'est pas votre affaire de savoir où il est, ni combien vous l'avez manqué ou aimé en Oklahoma. » Le premier de nombreux rebondissements fut révélé lors du procès de Frank pour le kidnapping de Michael. En 1995, des restes squelettiques recouverts de vignes furent trouvés dans le comté de Pinellas, en Floride. Les restes ne furent pas immédiatement identifiés, mais une enquête détermina que la victime était morte à la suite d'une sévère battue et de 2 balles dans la tête. Plus tard dans l'année, un mécanicien au Kansas acheta une camionnette à une vente aux enchères et trouva à l'intérieur une grande enveloppe contenant 97 photos montrant une femme ayant été battue et attachée.
La camionnette avait été en possession de Frank Floyd, qui l'avait volée alors qu'il était dans la région en 1984, avant de l'abandonner. Les photos furent comparées aux restes non identifiés et une blessure aux pommettes de la femme photographiée correspondait à une dans le crâne récupéré. Le squelette fut bientôt identifié comme appartenant à Cheryl Comesso. Frank fut condamné pour le kidnapping de Michael, qui était toujours porté disparu, mais fut condamné à 52 ans de prison. Ensuite, il fut jugé pour le meurtre de Cheryl Comesso, où il fut reconnu coupable et condamné à mort. Mais les photos découvertes dans la camionnette révélèrent un autre tournant encore plus choquant, mettant en lumière un autre aspect de cette affaire. Les photos montraient également Frank agressant une fille, mais ces images étaient beaucoup plus anciennes que celles de Cheryl. Une recherche fut lancée pour identifier la fille. C'est à ce moment que le cas prit un tournant alarmant. Ce n'est qu'en 2014 que l'on découvrit officiellement la véritable identité de Sharon. Pour comprendre la vérité sur Sharon et les photos, nous devons revenir en arrière. Après avoir été libéré de prison et tout en étant en fuite pour tentative de kidnapping, Frank se maria au milieu des années 1970 avec Sandy Chipman. À ce moment-là, il avait utilisé le pseudonyme de Brandon Williams, si bien que Sandy ne savait pas qui il était réellement. Le mariage était loin d'être romantique, surtout parce qu'il avait commencé avec eux se mariant à un arrêt de camion. Sandy avait 4 enfants à ce moment-là, et elle-même n'avait pas un passé très propre. Elle laissa ses enfants sous la garde de Frank lorsqu'elle dut passer 30 jours en prison après avoir été attrapée en train de passer des chèques falsifiés. Lorsque Sandy fut finalement libérée de prison, elle trouva sa maison vide et ses enfants disparus. Il semblait que Frank les avait emmenés et avait déménagé. Il fallut des années à Sandy pour découvrir où se trouvaient ses enfants, mais elle retrouva finalement 2 de ses filles, Allison et Amy, vivant avec un groupe de services sociaux. Malgré cela, Sandy ne put localiser sa fille aînée Suzanne ni son fils Philippe. Son fils fut finalement retrouvé lorsque, devenu adulte, Philippe se présenta et fit un test de paternité qui révéla qu'ils étaient parents. Frank avait donné Philippe en adoption, mais ce qui est arrivé à la fille aînée de Sandy est encore plus choquant. Le vrai nom de Sharon Marshall était Suzanne Marie Sevakis, et elle était la fille de Sandy Chipman. Dans un tournant véritablement alarmant, Frank avait pris les enfants de Sandy et les avait séparés en différents groupes de services sociaux, mais il avait élevé Suzanne comme sa propre fille. Frank et Suzanne déménagèrent fréquemment et dans plusieurs États. Frank racontait de nombreuses histoires différentes à ceux qui l'entouraient sur la façon dont il avait commencé à s'occuper de la fille. Mais dans la plupart des histoires, il affirmait l'avoir sauvée lorsqu'elle avait été abandonnée par ses parents. À l'époque, il l'appelait avec le pseudonyme de Tanya Hughes. Mais lorsque la jeune femme finit ses études secondaires, elle se faisait appeler Sharon Marshall. Il s'avère que Sharon avait été enlevée lorsqu'elle était enfant par Frank, son propre beau-père, qui l'avait élevée, l'avait fréquemment agressée, puis l'avait épousée lorsqu'elle était adulte, l'avait peut-être tuée et avait ensuite enlevé son fils après la mort de cette dernière. C'était un retournement que les enquêteurs trouvèrent trop incroyable pour être réel, et pourtant, c'était la vérité. Aussi révélé en 2014, après presque 20 ans de mensonges, Frank admit enfin ce que beaucoup soupçonnaient déjà à ce moment-là, qu'il avait tué Michael en lui tirant dessus alors qu'il était en fuite. Il avait caché son corps le long de l'Interstate 35, mais une recherche intensive ne révéla rien. Plus tard, il fut conclu que le corps de Michael pourrait avoir été dévoré par des sangliers dans la région. Frank Floyd n'a jamais été reconnu coupable du meurtre de Sharon, bien que le consensus populaire croit qu'il est également coupable de ce crime. Jusqu'à ce jour, il refuse de parler de la mort de Sharon. Frank attend toujours sa peine pour le meurtre de Cheryl dans le couloir de la mort. Le 24 août 1980, Grégory Villemain naquit de ses parents, Jean-Marie et Christine Villemain. La famille vivait à Lepange-sur-Vologne, dans l'est de la France, où Jean-Marie travaillait comme contremaître d'usine après avoir été promu. Le couple venait de déménager dans une maison nouvellement construite, peu avant d'accueillir leur brillant bébé. D'après tous les rapports, la famille était heureuse et prospère, mais les choses prirent bientôt un tournant surprenant. La famille Villemain commença à recevoir des lettres et des appels téléphoniques anonymes menaçants, promettant une vengeance contre Jean-Marie. Les lettres et appels ne spécifiaient jamais
ce que le remitant voulait comme vengeance, seulement qu'il la recherchait. Pendant 4 ans, les menaces continuèrent et s'étendirent également aux parents de Jean-Marie. Puis, le 16 octobre 1984, alors qu'il jouait dans le jardin, Grégory, âgé de 4 ans, disparut. Christine se rendit rapidement compte que son fils n'était plus dans le jardin et appela la police. Alors que la police commençait sa recherche, Christine conduisit dans le petit village voisin en panique. Aucune trace du garçon de 4 ans ne fut trouvée. Alors que la recherche se poursuivait, l'oncle de Grégory reçut un appel téléphonique anonyme disant « J'ai enlevé l'enfant, je l'ai étranglé et jeté dans la rivière Vologne, j'ai ma vengeance. » Le lendemain, avant que l'enquête puisse avancer, Jean-Marie trouva une lettre qui semblait leur avoir été envoyée au moment où Grégory avait été pris. Elle disait « J'espère que tu mourras de chagrin, patron. Ton argent ne ramènera pas ton fils. Voici ma vengeance, toi. » Le corps de Grégory fut retrouvé plus tard ce jour-là près de Docelles et de la rivière Vologne, à seulement 7 kilomètres de chez eux. Il avait été noyé avec les mains et les pieds liés et son bonnet jeté sur son visage. Sa famille était absolument dévastée. Le cas du meurtre de Grégory, qui horrifia le public français, fut connu sous le nom de l'affaire de Grégory. Le meurtrier fut rapidement surnommé le Corbeau, d'après un célèbre film français qui avait un thème similaire aux lettres menaçantes que la famille avait reçues. Après une enquête intense, la police avait un suspect identifié par des experts en graphologie qui avaient analysé les lettres omineuses et une déclaration clé d'un témoin. En 1985, Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie, fut arrêté et interrogé sur la base d'une déclaration de sa belle-sœur de 15 ans. Mais Laroche nia être le Corbeau, et bientôt sa belle-sœur rétracta sa déclaration en disant qu'elle avait été contrainte. Bien que Laroche fût finalement disculpé et libéré, Jean-Marie se présenta devant les journalistes et jura qu'il croyait que Laroche était coupable du meurtre de son fils et qu'il le tuerait. Mais le cas prit un autre tournant choquant le 25 mars 1985 lorsque les experts en graphologie déterminèrent que la propre mère de Grégory, Christine, aurait pu écrire les lettres menaçantes. Seulement 4 jours plus tard, Jean-Marie se rendit au travail de Laroche, déterminé à venger la mort de son fils et ne croyant pas que sa femme était coupable. Là, il tira et tua son propre cousin alors qu'il sortait du bâtiment. Jean-Marie fut condamné pour meurtre et condamné à 5 ans de prison. En juillet de la même année, Christine fut accusée du meurtre de son fils. Elle était enceinte de jumeaux à ce moment-là, mais entama une grève de la faim pour protester contre son innocence. Pendant 11 jours, elle refusa de manger et fut finalement libérée après qu'un appel ait trouvé qu'elle avait été condamnée avec des preuves faibles et sans véritable motif. Cependant, la tragédie de Christine n'était pas encore terminée. En étant libérée, elle s'effondra et aurait supposément avorté d'un de ses bébés. Elle ne fut officiellement exonérée de toutes les charges qu'en 1993. Et Jean-Marie fut libéré de prison après avoir purgé seulement 2 ans et demi en 1987. Après autant de bouleversements, la famille Villemain n'était toujours pas plus proche de savoir qui avait tué Grégory. Pendant des décennies après la mort de Grégory, le CA continua de hanter la France et fut rouvert et réexaminé avec des tests effectués sur les lettres, la corde utilisée pour l'attacher et des tests ADN sur les vêtements de Grégory et la salive sur les timbres utilisés pour envoyer les lettres, mais tout fut vain. Tout se révéla être inconclusif. En 2017, le SIA fut rouvert une fois de plus et cette fois, il y eut de nouvelles preuves qui entraînèrent 3 arrestations, choquant à nouveau la France. La grand-tante de Grégory, son grand-oncle et sa tante furent arrêtés pour être interrogés, ainsi que d'autres, y compris davantage de membres de la famille. La tante fut finalement libérée, mais la grand-tante et le grand-oncle refusèrent de parler à la police. Aucun d'eux ne fut condamné. Une autre tragédie frappa bientôt lorsque le juge Jean-Michel Lambert, qui était en charge de la première enquête, se suicida en raison de la pression et des critiques auxquelles il était confronté avec le CA, encore non résolu, 33 ans après la mort de Grégory. Le pourquoi de la mort de Grégory n'a jamais été répondu, mais certains citent les jalousies au sein de la famille Villemain comme une cause possible. Et d'autres suggèrent que le fait que les lettres appelaient Jean-Marie « patron » pourrait signifier que cela avait à voir avec son travail. Quoi qu'il en soit, aucune preuve réelle ou suspect n'a été trouvée, mais presque tous les membres de la famille ont été suspects à un moment donné. En décembre 2020, le cas fut rouvert une fois de plus, mais cette fois, la police est déterminée à découvrir la véritable identité du Corbeau une fois pour toutes.
De nouvelles interviews ont été réalisées et la police se fie à une nouvelle technologie appelée stylométrie, qui examine le style, la syntaxe, la ponctuation et les tournures de phrases utilisées dans les lettres menaçantes pour identifier le meurtrier. Un nouveau suspect a été identifié, mais jusqu'à présent, il n'a pas été nommé. Il semble que le meurtre de Grégory Villemain pourrait bientôt être résolu. Ce cas n'est pas un cas normal de personne disparue et il a un tournant qui semble trop surprenant pour être vrai. Et pourtant, il l'est. Nicholas Barclay naquit le 31 décembre 1980, étant le benjamin de 2 frères aînés. Il eut une enfance plutôt normale à San Antonio, au Texas, mais en tant que préadolescent, il commença à développer une réputation de garçon problématique. On savait que Nicholas avait un historique de combats physiques et verbaux avec sa mère, d'absences à l'école, de menaces envers ses enseignants, de volumes de chaussures et même de cambriolage dans un magasin de proximité. À 13 ans, Nicholas avait déjà un casier judiciaire pour ses frasques et avait apparemment 3 tatouages que ses amis lui avaient faits avec une aiguille non stérilisée. À un moment donné, Nicholas fut diagnostiqué avec un trouble de déficit de l'attention. Il a été rapporté que sa mère était tellement exaspérée par sa supervision qu'elle demanda à son fils aîné, Jason, de venir vivre avec elle pour aider à s'occuper du garçon. Le 13 juin 1984, Nicholas appela chez lui en demandant qu'on vienne le chercher après avoir joué au basket dans son quartier. Son frère aîné, Jason, répondit au téléphone, mais refusa de réveiller sa mère, qui avait travaillé tard, et lui dit plutôt de rentrer à pied. Mais il ne revint jamais. Malheureusement, en raison de la réputation de Nicholas, peu de gens croyaient qu'il se passait quelque chose de grave lorsque le garçon de 13 ans ne fut pas retrouvé. La plupart pensaient qu'il s'était échappé et qu'il reviendrait bientôt. Cette théorie se renforça du fait que le jour après sa disparition, il devait se rendre au tribunal pour décider s'il serait envoyé dans un centre de réhabilitation. Mais malgré cela, après ne pas être revenu plus longtemps que d'habitude et avec les supplications de sa mère, une enquête fut finalement ouverte pour retrouver Nicholas. Pendant des mois, il n'y eut aucun signe de lui. La seule piste fut 3 mois après la disparition de Nicholas, lorsque Jason appela la police pour dire qu'il pouvait entendre son frère cadet s'introduire dans son garage. Cependant, lorsque la police arriva, il n'y avait aucune preuve d'effraction ni signe de Nicholas, mais il ne comprenait pas pourquoi Jason mentirait sur quelque chose comme ça. Après que des années passèrent, la famille Barclay commença à accepter le fait qu'il ne reverrait peut-être jamais Nicholas, jusqu'à ce que ce cas prenne un tournant surprenant et inhabituel. Peu de cas d'enfants disparus se terminent avec l'enfant retrouvé, et pourtant, en 1997, 3 ans après sa disparition, la famille Barclay fut informée que Nicholas avait été retrouvé vivant et en bonne santé. Malgré cette nouvelle réjouissante, il y avait quelque chose de plutôt étrange dans l'appel téléphonique. On disait que Nicholas avait été retrouvé à Linares, en Espagne, après avoir été emmené par un réseau de trafic d'enfants qui l'avait transporté jusqu'en Europe. Après des années de détention, Nicholas avait réussi à s'échapper. La police informa les Barclay que Nicholas avait été contraint de parler uniquement français pendant les 3 années où il avait été disparu et qu'il avait été blessé durant son temps loin d'eux. Carey, la sœur aînée de Nicholas, vola en Espagne pour identifier et récupérer son frère disparu. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu, car Nicholas semblait avoir peur de sa sœur, surtout parce qu'il craignait qu'elle ne le reconnaisse pas et ne l'oblige à rester en Espagne. Lorsque Carey fut enfin autorisé à le voir, Nicholas gardait une casquette de baseball et des lunettes de soleil. Pourtant, Carey affirma qu'elle savait que c'était son frère. Les deux passèrent du temps ensemble pour se retrouver, car Nicholas affirmait qu'il avait très peu de souvenirs de sa vie avant d'avoir été enlevé, son esprit ayant bloqué ses souvenirs comme une réponse émotionnelle. Lorsque Carey lui montra des photos de famille, Nicholas sembla se souvenir de certaines choses et personnes, comme lorsqu'il demanda si grand-père était toujours à... Avant qu'il ne soit autorisé à rentrer chez lui avec Carey, Nicholas dut passer un test où la police lui montra des photos de famille que Carey ne lui avait pas montrées et il devait identifier correctement les personnes sur celles-ci. Nicholas fit seulement une petite erreur, ce qui lui permit de rentrer au Texas avec Carey. Bien que les Barclay étaient ravis d'avoir enfin Nicholas de retour, il y avait certaines choses qu'ils ne pouvaient ignorer. L'une des plus évidentes était le fait que leur frère avait été blond aux yeux bleus lorsqu'il avait été enlevé,
Mais le garçon qui était revenu d'Espagne avait les cheveux foncés et les yeux marrons. Nicolas avait une explication extraordinaire pour ce changement d'apparence. Il disait que pour maintenir son identité secrète, les personnes qui l'avaient enlevé avaient réalisé des expériences pour changer la couleur de ses cheveux et de ses yeux, afin que personne ne le reconnaisse comme Nicolas. Il parlait également avec un fort accent français, mais cela était expliqué par son histoire d'avoir été contraint de parler uniquement français pendant les 3 années. La famille était tellement soulagée d'avoir enfin Nicolas chez eux qu'ils ignorèrent activement certaines choses sur lesquelles les autorités avaient exprimé des préoccupations et dirent même aux enquêteurs de clore le dossier. Une équipe de tournage entendit l'incroyable histoire et demanda à suivre les Barclay pour documenter comment Nicolas s'adaptait à son retour avec sa famille. Ils acceptèrent et c'est alors que tout commença à se déliter. Un détective privé local travaillait avec l'équipe et devint de plus en plus suspect du Nicolas aux cheveux foncés et qui parlait français. Il commença sa propre enquête et prit une photo des oreilles de Nicolas pour les comparer avec des photos antérieures. Il découvrit qu'elles ne correspondaient pas et, comme les oreilles ne vieillissent ni ne changent, il apporta et préoccupations aux autorités. En février 1998, après que Nicolas avait vécu avec les Barclay pendant 5 mois, le FBI s'impliqua lorsqu'il obtint un mandat judiciaire pour enquêter. Lorsque les empreintes digitales et l'ADN de Nicolas furent prélevés, il fut déterminé que l'homme que les Barclay croyaient être leur Nicolas était en réalité un Français de 23 ans nommé Frédéric Pierre Bourdin. Frédéric était un escroc notoire avec plus de 500 identités différentes et le surnom de le Caméléon. Malgré cette révélation choquante, les Barclay refusèrent de croire que Frédéric n'était pas Nicolas, même lorsque Frédéric admit au tribunal être un imposteur et plaida coupable de fraude de passeport et de parjure. Il fut emprisonné pendant 6 ans. Des questions surgirent autour de cette révélation. Où était le véritable Nicolas? Comment les Barclay avaient-ils été trompés? Et pourquoi Frédéric a-t-il fait cela? Bien que ce cas soit totalement choquant, l'imposteur n'est pas le seul retournement. Les enquêteurs étaient préoccupés par le comportement des Barclay tout au long de l'incident et leur acceptation volontaire de Frédéric. Frédéric lui-même exprima ultérieurement son avis sur la controverse, disant qu'il ne pouvait même pas croire que les Barclay l'acceptaient si facilement, ce qui éveilla encore plus de soupçons sur la famille. Frédéric affirma même que les Barclay savaient qu'il n'était pas Nicolas, mais que tout le monde avait joué la comédie et joué à son schéma. Et il ne pouvait pas comprendre pourquoi. Il rapporta que lorsqu'il rencontra Carey, elle lui avait donné des informations sur la famille, lui disant qui était chaque personne et ce qu'il devait se rappeler. Apparemment, elle l'avait aidé à passer le test de la police avant de lui permettre de se rendre aux États-Unis. Frédéric ajouta également que Jason ne l'accepta jamais ni ne fit semblant. En fait, tout ce que Jason lui avait dit en le rencontrant fut bonne chance. L'appel téléphonique que Jason avait passé 3 mois après la disparition de Nicolas devint soudainement un indice, car la police déclara que ce type d'appel n'est pas inhabituel lorsqu'une personne a été tuée, car le meurtrier tente souvent de faire croire que la victime pourrait encore être vivante après l'avoir tuée. Et c'est exactement ce que le détective privé et Frédéric croient qu'il s'est passé. Ils croient que la famille l'a accepté si volontiers parce qu'ils avaient tué Nicolas, ou que Jason l'avait fait, et était plus que ravi de couvrir cela en affirmant qu'il était le véritable Nicolas. Avant que Jason puisse être enquêté, il mourut d'une overdose de drogue. Il a été rapporté qu'il avait lutté contre une dépendance à la cocaïne depuis longtemps. Aucune autre preuve ne fut trouvée et le cas resta non résolu. Frédéric termina sa peine de prison et continua à voler des identités à travers l'Europe. Nicolas n'a toujours pas été retrouvé, mais son histoire a inspiré le célèbre documentaire de Netflix, The Imposter. Dans la banlieue tranquille de Millbrook, située à la périphérie de la ville animée de Hartford, Connecticut, un crime atroce a brisé l'illusion de la vie paisible en banlieue. Par une fraîche matinée d'automne en septembre 2018, le corps de Sarah Thompson, 17 ans, a été découvert dans les bois derrière la maison de sa famille. La scène épouvantable a envoyé des ondes de choc à travers la communauté, laissant les résidents enfermés derrière leurs portes et murmurant à propos du meurtrier qui se promenait parmi eux. Le détective Michael Carter, un enquêteur expérimenté du département de police de Hartford, a été appelé pour diriger l'enquête. Avec son intuition aiguisée et son dévouement inébranlable,
Carter s'est plongé dans le réseau complexe de mensonges et de tromperies entourant le meurtre de Sarah. Il ne savait pas que cette affaire défierait ses perceptions et l'obligerait à confronter les aspects les plus sombres de la nature humaine. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les soupçons se portaient initialement sur la belle-mère de Sarah, Amanda Wilson. La relation problématique entre les deux n'était pas un secret pour leurs voisins, et la jalousie apparente d'Amanda envers sa belle-fille semblait fournir un motif. Cependant, sous la surface de cette affaire apparemment simple, se cachait une histoire tordue de trahison, de secrets et de conséquences fatales. Au cœur de cette tragédie se trouvait Robert Wilson, le beau-père de Sarah, un homme d'affaires respecté et pilier de la communauté. Robert semblait être la figure paternelle affligée, soutenant sa femme dans leur perte commune. Mais comme le découvrirait bientôt le détective Carter, la façade soigneusement construite de Robert cachait un réseau de mensonges qui finirait par entraîner sa chute. C'est l'histoire d'un meurtre qui a détruit une famille, défié les instincts d'un détective et révélé les conséquences dévastatrices du désir et de la trahison incontrôlée. Elle sert de rappel glaçant que parfois les prédateurs les plus dangereux se cachent à la vue de tous, portant le masque de la normalité dans nos propres quartiers. Sarah Thompson était une jeune fille vibrante et prometteuse, dont la vie a été tragiquement écourtée juste quelques semaines avant son 18e anniversaire. Née d'une mère célibataire, Amanda Thompson, en 2001, Sarah a grandi comme une enfant brillante et curieuse, toujours désireuse d'apprendre et d'explorer le monde qui l'entourait. Dès son plus jeune âge, Sarah a montré une passion pour l'art et la littérature. Esseuse enseignant louait souvent sa créativité et ses essais perspicaces, la marquant comme une étudiante avec un grand potentiel. Les œuvres d'art de Sarah ornaient les murs de son lycée, et elle avait récemment commencé à explorer la photographie, capturant la beauté de la nature dans les bois derrière sa maison, les mêmes bois qui deviendraient finalement la scène de sa mort prématurée. Malgré ses succès académiques et artistiques, la vie à la maison de Sarah était loin d'être parfaite. À l'âge de 12 ans, sa mère a épousé Robert Wilson, un homme d'affaires local prospère. Bien que Sarah ait initialement accueilli la stabilité que Robert apportait à leur vie, la relation entre le beau-père et la belle-fille est devenue de plus en plus tendue à mesure que Sarah entrait dans l'adolescence. Les amis et camarades de classe décrivaient Sarah comme ayant bon cœur mais farouchement indépendante. Elle avait un petit groupe d'amis très proches et était connue pour s'opposer à l'intimidation. Sa meilleure amie, Emily Chen, se souvenait du rêve de Sarah d'étudier le journalisme à l'université de New York, aspirant à devenir journaliste d'investigation et à découvrir des vérités cachées sous la surface. La relation de Sarah avec sa mère Amanda avait toujours été complexe. En tant qu'enfant unique, Sarah avait été le centre du monde d'Amanda pendant des années. Cependant, l'arrivée de Robert dans leur vie a créé un changement dans la dynamique familiale. Sarah sentait souvent que sa mère priorisait son nouveau mariage par rapport à leur lien mère-fille, ceux qui menaient à des disputes fréquentes et à une distance émotionnelle. Dans les mois précédant sa mort, ceux qui étaient proches de Sarah ont remarqué un changement dans son comportement. Elle est devenue plus retirée, passant plus de temps seule dans sa chambre ou errant dans les bois avec son appareil photo. Son art a pris des thèmes plus sombres et son travail scolaire, généralement méticuleux, a commencé à décliner. Emily se souvenait que Sarah semblait distraite et préoccupée, mais lorsque des questions lui étaient posées, Sarah minimisait les préoccupations avec un sourire forcé et un changement de sujet. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que Sarah avait découvert un secret qui lui serait fatal. Dans sa quête de vérité et sa curiosité naturelle, elle avait découvert quelque chose que quelqu'un était prêt à tuer pour garder caché. La jeune vie de Sarah Thompson, pleine de promesses et de potentiel, a été éteinte alors qu'elle se trouvait à l'aube de l'âge adulte, laissant derrière elle une communauté en deuil et un mystère qui ébranlerait Millbrook jusqu'à ses fondations. Robert Wilson, âgé de 45 ans au moment du meurtre de Sarah, se présentait comme l'incarnation du succès en banlieue. Un conseiller financier charismatique et respecté, Robert avait construit une pratique prospère à Hartford, gérant la richesse de certains des résidents les plus aisés de la ville. Son apparence soignée et son attitude confiante faisaient de lui un leader naturel dans la communauté, siégeant à la chambre de commerce locale et entraînant le football junior. Né et élevé dans une famille ouvrière à Boston, Robert avait gravi les échelons sociaux grâce à une combinaison de charme, d'intelligence et d'ambition impitoyable. Il rencontra Amanda Thompson lors d'un gala de charité en 2012 et leur romance fulgurante se termina par un mariage seulement 8 mois plus tard.
Pour le monde extérieur, Robert semblait être le mari et le beau-père parfait, offrant stabilité et sécurité financière à Amanda et Sarah. Cependant, sous l'apparence de succès et de respectabilité, Robert cachait de sombres secrets et des désirs insatisfaits. Son mariage avec Amanda avait rapidement perdu son attrait et il se trouva attiré par l'excitation d'une aventure illicite. Au cours de l'année précédente, Robert avait entretenu une relation passionnée avec Elena Gonzalez, la femme de son voisin et ami proche, David. L'aventure de Robert avec Elena était plus qu'une simple attraction physique. Il se sentait vraiment vivant en sa présence, expérimentant une connexion qu'il croyait n'avoir jamais partagée avec Amanda. Les deux amants se rencontraient en secret, volant des moments de passion pendant que leurs conjoints étaient au travail ou faisaient des courses. Robert était devenu un expert en mensonges et en manipulation de ceux qui l'entouraient pour maintenir sa double vie. À mesure que Sarah entrait dans la fin de son adolescence, Robert se sentait de plus en plus mal à l'aise en sa présence. Sa nature perceptive et son œil aiguisé pour les détails le rendaient paranoïaque à l'idée qu'elle puisse découvrir son infidélité. Il commença à éviter de passer du temps seul avec sa belle-fille, trouvant des excuses pour manquer les dîners et les événements familiaux. Les amis et collègues décrivaient Robert comme charmant et généreux, toujours prêt avec une blague ou une main secourable. David Gonzalez, ignorant la trahison de Robert, le louait souvent comme le meilleur voisin et ami qu'un homme puisse demander. Les clients de Robert lui faisaient confiance implicitement, attirés par ses assurances confiantes et son impressionnant historique de réussite. Cependant, ceux qui connaissaient mieux Robert percevaient un courant sous-jacent de mécontentement. Son assistante à la firme financière avait remarqué son irritabilité accrue et sa distraction dans les mois précédant la mort de Sarah. Son ami de toujours depuis l'université, Mark Stevens, observait que Robert semblait vivre à la limite, comme s'il regardait constamment par-dessus son épaule. Peu de gens soupçonnaient que derrière l'image soigneusement élaborée de Robert Wilson se cachait un homme capable d'actes indescriptibles, poussé par le désespoir de protéger ses secrets et de préserver son mode de vie à tout prix. La découverte macabre a été faite le matin du 15 septembre 2018 par un coureur sur son parcours habituel à travers les bois derrière la résidence des Wilson. Le corps de Sarah Thompson gisait partiellement caché sous un tas de feuilles et de branches, une tentative grossière de dissimulation qui ne faisait rien pour masquer la nature horrible du crime. Le détective Michael Carter est arrivé sur les lieux en moins d'une heure, son œil expérimenté prenant chaque détail. Le corps de Sarah montrait des signes de lutte violente. Des ecchymoses marquaient ses bras et son visage, et les blessures défensives sur ses mains indiquaient qu'elle avait désespérément combattu pour sa vie. La cause de la mort était immédiatement apparente. Une plaie dentelée à la gorge, probablement infligée avec une lame dentelée. Alors que l'équipe médico-légale passait la zone au peigne fin à la recherche de preuves, Carter remarqua plusieurs détails clés. La caméra de Sarah, que ses amis affirmaient qu'elle portait toujours lors de ses excursions en forêt, avait disparu. Les marques de traînée et la végétation perturbée suggéraient que le corps avait été déplacé depuis le site initial de l'attaque, probablement dans une tentative de le cacher rapidement. Peut-être le plus révélateur était l'absence de signes d'agression sexuelle, ce qui amena Carter à soupçonner que le motif du meurtre était personnel plutôt qu'opportuniste. La brutalité de l'attaque pointait vers un crime passionnel, commis par quelqu'un qui connaissait Sarah et avait été poussé à un moment de rage incontrôlable. À mesure que la nouvelle du meurtre se répandait, l'ancienne communauté paisible de Millbrook sombra dans un état de peur et de suspicion. Les voisins qui laissaient auparavant leurs portes déverrouillées vérifièrent maintenant 2 fois leur système de sécurité. Les parents gardèrent leurs enfants à l'intérieur et les bois, autrefois un lieu de détente, devinrent une zone interdite, délimitée par des bandes de police jaunes. Le détective Michael Carter, un vétéran de 20 ans du département de police de Hartford, prit la tête de l'enquête avec une détermination sombre. Connu pour son approche méticuleuse et sa capacité à voir des connexions que d'autres manquaient, Carter avait résolu certains des CA les plus difficiles du département. En se tenant dans le salon des Wilson, observant les photos de famille sur le manteau de la cheminée, il savait que ce cas le mettrait à l'épreuve comme jamais auparavant. Les premières 48 heures de l'enquête furent un tourbillon d'activités. Carter et son équipe menèrent des entretiens initiaux avec les membres de la famille, les amis et les voisins. Ils examinèrent les dossiers scolaires de Sarah, passèrent au crible SS comptes sur les réseaux sociaux et reconstituèrent méticuleusement ses mouvements dans les jours précédant sa mort. Robert Wilson, apparemment abasourdi, fournit un récit détaillé de son emploi du temps la nuit du meurtre.
Il affirma avoir travaillé tard dans son bureau, un fait corroboré par des images de sécurité et le témoignage de son assistante. Amanda Wilson, visiblement encore plus accablée de chagrin, lutta pour maintenir sa contenance pendant son entretien. Elle admit avoir disputé avec Sarah l'après-midi avant sa disparition, mais insista sur le fait que c'était seulement une friction typique entre mère et fille. À mesure que Carter approfondissait, un tableau d'un foyer en proie à des tensions émergeait. Les voisins parlaient de fréquentes disputes entre Sarah et sa mère, leur voix élevée portée par l'air à travers les jardins bien entretenus. La meilleure amie de Sarah, Emily Chen, révéla que Sarah était de plus en plus malheureuse à la maison, se sentant piégée et incomprise. Les découvertes initiales de l'équipe médico-légale soulevèrent plus de questions que de réponses. Les preuves recueillies sur les vêtements de Sarah ne correspondèrent pas aux échantillons prélevés sur Robert ou Amanda. L'arme du crime, probablement un couteau de chasse ou une lame dentelée similaire, restait introuvable, malgré une fouille exhaustive de la propriété des Wilson et de ses environs. Une avancée se produisit lorsque Carter interrogea Elena Gonzalez, la voisine des Wilson. Elena, visiblement nerveuse pendant l'entretien, mentionna avoir vu Sarah se disputer avec Amanda dans l'allée le jour avant sa disparition. Plus intriguant encore, Elena laissa échapper qu'Amanda semblait toujours jalouse de la jeunesse et de la beauté de sa fille. Ces informations, combinées avec l'environnement tumultueux du foyer et le faible alibi d'Amanda pour la nuit du meurtre, conduisirent Carter à se concentrer sur la mère de Sarah. Il théorisa que des années de ressentiment avaient finalement atteint un point d'ébullition, entraînant une confrontation qui devint mortelle. À mesure que l'enquête entrait dans sa 2e semaine, Carter se sentait confiant d'être sur la bonne piste. Il obtint un mandat pour fouiller les effets personnels et les communications d'Amanda, espérant trouver la pièce cruciale de preuve qui briserait l'affaire. Cependant, un doute persistant restait dans l'esprit de Carter. Quelque chose dans l'attitude calme de Robert et son alibi parfait semblait trop propre, trop commode. Carter ne savait pas que ses instincts le conduisaient vers une vérité bien plus sinistre qu'il ne pouvait imaginer. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, tous les signes semblaient pointer vers Amanda Wilson comme la principale suspecte du meurtre de sa fille. Le détective Carter, poussé par les preuves à sa disposition, commença à construire un dossier contre la femme au foyer de 42 ans avec un passé problématique. L'équipe de Carter découvrit une série d'échanges de messages textes enflammés entre Amanda et Sarah dans les semaines précédant le meurtre. Dans une dispute particulièrement véhémente, Amanda accusait Sarah de tenter de saboter son mariage, tandis que Sarah répondait en qualifiant sa mère de vieille femme pathétique. Ces traces numériques semblaient soutenir la théorie d'une dynamique familiale ayant atteint un point de rupture. Encore plus suspect était le comportement d'Amanda après la mort de Sarah. Alors qu'elle semblait d'abord inconsolable, elle devint rapidement défensive et évasive pendant les interrogatoires. Son alibi pour la nuit du meurtre était faible. Elle affirmait avoir été seule à la maison, en train de regarder la télévision, sans personne pour corroborer son histoire. Une fouille dans la maison des Wilson révéla un journal caché dans la table de nuit d'Amanda. Les entrées détaillaient son ressentiment croissant envers Sarah, regrettant la beauté de la jeune fille et l'attention qu'elle recevait de Robert. Un passage troublant disait « Parfois, je souhaite simplement qu'elle disparaisse. Nos vies seraient tellement meilleures sans sa présence constante, ses yeux jugent. » Le dossier contre Amanda semblait se renforcer lorsqu'un voisin rapporta l'avoir vue revenir à la maison aux premières heures du matin du jour où le corps de Sarah fut découvert. Amanda n'avait aucune explication pour cette sortie nocturne, alléguant qu'elle devait avoir été somnambule, une condition qu'elle n'avait jamais mentionnée auparavant. À mesure que les preuves circonstancielles s'accumulaient, Carter ressentait une pression croissante de ses supérieurs et des médias pour procéder à une arrestation. La communauté, saisie par la peur, exigeait justice pour Sarah. Amanda Wilson, autrefois une figure sympathique, devenait la cible de la haine et des soupçons publics. Carter, malgré sa conviction croissante de la culpabilité d'Amanda, ne pouvait se défaire d'un doute persistant. Quelque chose dans son désespoir et sa peur pendant les interrogatoires ne correspondait pas à l'image d'une meurtrière calculatrice qu'il croyait avoir commis ce crime. Cependant, avec les preuves à sa disposition, il se prépara à procéder à une arrestation. Par une matinée pluvieuse de mardi, 3 semaines après la découverte du corps de Sarah, Amanda Wilson fut arrêtée. Tandis qu'elle était emmenée de chez elle menottée, elle proclamait son innocence, ses cris résonnant dans le quartier stupéfait.
Robert Wilson observait depuis la porte, son visage une masque insondable tandis que sa femme était placée à l'arrière d'une voiture de police. Carter ignorait que dans sa quête de justice, il avait été pris au piège d'une distraction brillamment orchestrée, laissant le véritable meurtrier libre de couvrir ses traces. Le dossier contre Amanda Wilson semblait inattaquable, mais le détective Michael Carter ne pouvait se débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. C'est un petit détail, facilement ignoré, qui le mit finalement sur la voie de la vérité. En réexaminant les images de surveillance des commerces proches de la maison des Wilson, Carter remarqua que la voiture de Robert quittait le parking de son bureau bien plus tôt que CE qu'il avait affirmé la nuit du meurtre. Intrigué par cette incohérence, Carter décida de plonger plus profondément dans la vie de Robert Wilson. Il réinterrogea les collègues et clients de Robert, accordant plus d'attention aux mouvements et relations de l'homme. C'est au cours d'une conversation avec l'assistante de Robert que Carter tomba sur une information cruciale. Robert avait fait des voyages fréquents et inexplicables dans un café de l'autre côté de la ville, toujours pendant l'heure du déjeuner. La surveillance du café révéla une découverte surprenante. Robert se rencontrait régulièrement avec Elena Gonzalez, la femme de son voisin. Les deux montraient une intimité qui allait bien au-delà des interactions amicales entre voisins. Carter avait découvert l'affaire secrète de Robert. Avec ces nouvelles informations, Carter approcha Elena pour un autre entretien. Confrontée aux preuves de l'affaire, Elena s'effondra, révélant l'ampleur de sa relation avec Robert. Ils étaient impliqués depuis plus d'1 an, volant des moments ensemble chaque fois qu'ils le pouvaient. Tourmentée par la culpabilité, Elena admit avoir menti dans sa déclaration précédente pour protéger Robert. L'affaire jetait une nouvelle lumière sur l'alibi de Robert pour la nuit du meurtre. Elena confirma qu'ils s'étaient effectivement rencontrés cette nuit-là, contredisant l'affirmation de Robert selon laquelle il avait travaillé tard. Cette révélation détruisait la chronologie soigneusement construite que Robert avait fournie. À mesure que Carter explorait plus en profondeur la relation entre Robert et Elena, il découvrait un réseau de mensonges et de rencontres secrètes. Les relevés bancaires montraient que Robert avait récemment demandé des informations sur le transfert de grosses sommes d'argent à l'étranger. Les échanges de courriels insinuaient des plans pour une nouvelle vie ensemble, loin de leurs conjoints et responsabilités. Le détective faisait maintenant face à une question troublante. Robert Wilson, le beau-père affligé, pourrait-il être le véritable meurtrier de Sarah? Le mobile n'était pas clair, mais les fissures dans la façade parfaite de Robert commençaient à apparaître. Carter réalisa qu'il avait été tellement concentré sur Amanda qu'il avait failli manquer l'histoire réelle qui se déroulait juste sous ses yeux. Le moment crucial de l'enquête vint d'une source inattendue. La meilleure amie de Sarah, Emily Chen, s'approcha du détective Carter avec un petit livre relié en cuir, le journal personnel de Sarah. Tourmentée par la culpabilité, Emily admit qu'elle avait initialement retenu le journal, craignant qu'il ne ternisse la mémoire de Sarah, mais à mesure que le soupçon tombait sur Amanda, Emily se rendit compte que la vérité était plus importante que de protéger les secrets de son amie. Carter passa une nuit blanche à parcourir les pensées privées de Sarah. Le journal peignait un portrait vivant d'une jeune fille aux prises avec une terrible découverte. Dans des entrées datant de plusieurs mois, Sarah écrivait sur ses soupçons grandissants que son beau-père avait une liaison. Elle décrivait comment elle voyait des messages textes furtifs, entendait des appels téléphoniques chuchotés et remarquait le comportement de plus en plus erratique de Robert. L'entrée la plus accablante vint seulement 3 jours avant le meurtre de Sarah. Avec une écriture tremblante, elle relatait comment elle avait suivi Robert une nuit et l'avait vu dans une étreinte intime avec Elena Gonzalez. Sarah écrivait sur son dégoût et sa trahison, exprimant son incertitude quant à savoir si elle devait confronter Robert ou le dire à sa mère. Cette révélation fournissait la pièce manquante du puzzle. Sarah avait découvert la liaison de Robert, présentant un mobile clair pour le meurtre. Robert, un homme qui avait construit sa vie en maintenant soigneusement les apparences, faisait face à la menace de tout perdre, son mariage, sa réputation et sa stabilité financière. Armé de ces nouvelles informations, Carter réexamina les preuves médico-légales. Il ordonna un examen plus minutieux des vêtements de Sarah, cherchant spécifiquement des traces qui auraient pu être négligées. Les résultats furent révélateurs. Des fibres trouvées dans la veste de Sarah correspondaient à celles d'un mélange de laine rare utilisé dans les costumes coûteux de Robert. De plus, une réexamination des relevés téléphoniques de Sarah montra une série d'appels au numéro du bureau de Robert le jour de sa disparition. Les appels avaient été brefs,
ce qui suggérait que Sarah aurait pu essayer de confronter son beau-père ou d'organiser une rencontre. Carter découvrit également que Robert avait acheté un couteau de chasse dans un magasin local d'articles de sport seulement une semaine avant le meurtre. Le couteau, absent de manière flagrante de la maison des Wilson, correspondait au type d'arme qui aurait été utilisé dans le crime. À mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, Carter comprit l'ampleur de la tromperie de Robert. Non seulement il avait manipulé sa famille et sa communauté, mais il avait également habilement détourné toute l'enquête vers Amanda. Le détective ressentit un mélange d'admiration pour la ruse de Robert et de répulsion pour ses actions froides et calculées. Avec les preuves pointant vers Robert Wilson comme le meurtrier, Carter savait qu'il devait agir rapidement. L'homme autrefois considéré comme un pilier de la communauté se révélait maintenant être un meurtrier calculateur, prêt à sacrifier sa belle-fille pour protéger ses secrets. Le détective Carter décida de confronter Robert Wilson dans son bureau, loin des regards curieux des voisins et des médias qui avaient campé devant la maison des Wilson. Lorsque Carter et son partenaire entrèrent dans les luxueux locaux de la société de conseil financier de Robert, ils le trouvèrent au milieu d'une réunion avec un client, l'image de la sérénité professionnelle. Dans un murmure à peine audible, Robert commença à parler. Il décrivit comment Sarah l'avait confronté dans les bois, menaçant de révéler sa liaison à Amanda et au mari d'Elena. Il raconta la panique qui l'avait envahi, la peur de perdre tout ce pourquoi il avait travaillé. Les larmes coulant sur son visage, Robert expliqua comment il avait agi dans un moment de désespoir, réduisant Sarah au silence de manière permanente. La confession se déversa de lui, un torrent de culpabilité et de mépris de soi. Robert décrivit comment il avait méticuleusement planifié de faire accuser Amanda, profitant des tensions bien connues entre belle-mère et belle-fille. Alors que Carter l'arrêtait, les seules paroles de Robert furent une supplication brisée. « Ne le dis pas à Elena, s'il te plaît, ne lui dis pas ce que j'ai fait. » L'homme, autrefois fier, fut emmené menotté depuis son bureau, son monde s'écroulant autour de lui, alors que la vérité de ses actions éclatait enfin au grand jour. Après un procès de 2 semaines et quelques heures de délibération, le jury revint avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, y compris le meurtre au premier degré. Le juge, citant la nature brutale du crime et les tentatives calculées de Robert pour tromper les enquêteurs, le condamna à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La justice avait été rendue, mais pour ceux dont les vies avaient été brisées par les actions de Robert, les blessures mettraient beaucoup plus de temps à guérir. En fin de compte, l'affaire Robert Wilson se dresse comme un témoignage de la résilience de l'esprit humain face à une perte inimaginable, de la quête incessante de justice et du pouvoir durable de la voix d'une jeune fille, même lorsqu'elle est réduite au silence, pour finalement révéler la vérité. Le 22 janvier 2024, des vautours ont été vus volant autour du temple Yogar Simad à Melo. Cela a conduit les gens à penser qu'il pourrait y avoir un animal ou une personne morte à proximité, et ils ont rapidement décidé d'enquêter. En s'approchant, ils ont remarqué une odeur étrange et ont vu de nombreuses mouches vrombissant autour d'un endroit particulier, ce qui suggérait que quelque chose pourrait être enterré là. Lorsqu'ils ont commencé à creuser, ils ont rapidement trouvé une écharpe. Parmi les personnes présentes, un homme nommé Lokesh s'est mis à pleurer intensément en voyant l'écharpe, car elle appartenait à sa femme, Deepa. Ils ont découvert que Deepa, une enseignante, était enterrée sous terre. Elle était également une influenceuse sur Instagram et réalisait des réels. Cette découverte soulève la question suivante. Pourquoi quelqu'un tuerait-il une enseignante comme Deepa? Est-ce que son mari ou quelqu'un d'autre est responsable de son meurtre? Pour découvrir la vérité, nous devons approfondir le passé de Deepa. L'histoire d'aujourd'hui a bouleversé toute la nation et le monde. Mais avant de commencer, je vous demande à tous de liker la vidéo et de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne immédiatement et de cliquer sur l'icône de la cloche. L'histoire commence avec une femme de 28 ans nommée Deepa, qui vivait dans le village de Manda Mahali. Elle était mariée et avait un fils de 8 ans. Deepa était enseignante, et c'est pour cela que tout le monde aimait regarder ses vidéos. Tout allait bien dans la vie de Deepa. Comme je l'ai mentionné au début, Deepa était enseignante, ce qui nécessitait qu'elle voyage de Mahali à Manda, une distance d'environ 40 km. Elle devait donc partir tôt le matin pour se rendre à l'école. Elle se rendait à l'arrêt de bus depuis chez elle, garait son scooter dans une zone de stationnement voisine, puis prenait un bus pour continuer son voyage vers l'école.
C'était sa routine quotidienne, et elle voyageait de cette manière tous les jours. Sa vie se déroulait ainsi de manière habituelle. Mais malheureusement, le 20 janvier 2022, Deepa a raté le bus, alors elle a décidé de se rendre à l'école en scooter. Elle est partie pour l'école, et vers 13h30, son mari Lokesh l'a appelée, mais son téléphone était éteint. Au fur et à mesure que le temps passait, l'école s'est terminée, mais Deepa n'est pas rentrée chez elle. Après une longue attente, Lokesh s'est inquiété et a appelé tous ses amis et collègues pour voir si Deepa était sortie de l'école, mais tout le monde a dit qu'elle était sortie à midi. Cela a rendu Lokesh très anxieux. Il trouvait cela étrange, alors il a commencé à appeler ses proches. Cependant, aucun d'entre eux n'a dit que Deepa était allée chez eux ou avait parlé avec eux. L'inquiétude de Lokesh a augmenté, car il n'avait jamais vécu une situation où Deepa était allée quelque part sans l'en informer. Lokesh a donc pensé qu'il valait mieux aller au poste de police. Il s'y est rendu immédiatement et a déposé une plainte pour personne disparue concernant Deepa. La police a commencé son enquête et le soir même, le scooter de Deepa a été trouvé près du temple Yog Narasa à Melo. Malgré une recherche exhaustive, la police n'a pas pu trouver d'informations sur Deepa et les 2 jours suivants se sont écoulés sans nouvelles. Lokesh a commencé à sentir que la police ne prenait pas l'affaire au sérieux. Sinon, comment aurait-il pu ne pas trouver Deepa malgré la découverte de son scooter? Après cela, Lokesh et quelques autres ont commencé à chercher des indices autour de la zone où le scooter avait été trouvé, espérant trouver quelque chose qui les mènerait à Deepa. C'est alors qu'ils ont remarqué plusieurs vautours volant dans la zone. Comme je l'ai mentionné au début, lorsqu'ils ont commencé à creuser, ils ont d'abord trouvé un morceau de tissu. En voyant ce tissu, Lokesh s'est mise à pleurer car c'était le même tissu que Deepa portait lorsqu'elle est partie pour l'école. Après l'excavation complète, un corps a été trouvé, mais il était difficile à identifier. En effet, son visage était tellement défiguré qu'il était méconnaissable. Cependant, Lokesh a identifié le corps comme étant celui de Deepa en reconnaissant ses vêtements. Les gens ont informé la police, qui est rapidement arrivée sur les lieux et a envoyé le corps de Deepa pour une autopsie. La police ne s'attendait pas à ce que les habitants découvrent le corps de Deepa et les en informent. De la même manière, ils ne s'attendaient pas à ce que cette nouvelle devienne virale si rapidement. Bientôt, les réseaux sociaux ont été envahis par l'histoire de la maîtresse trouvée morte. En reliant tous les points, la police a commencé à soupçonner Lokesh. Ils ont spéculé sur le fait que tout cet incident pourrait avoir été orchestré par lui. La police a alors pris Lokesh en garde à vue, exigeant des réponses à ses questions et le bombardant de questions. Au cours de l'interrogatoire, ce que Lokesh a révélé était vraiment surprenant. Tout d'abord, Lokesh a informé la police qu'un jeune homme de 22 ans nommé Nitesh avait appelé Deepa le jour de l'incident. Comprenons maintenant qui était Nitesh. Vous ne l'avez peut-être pas encore compris, mais Nitesh était un ami très proche de Deepa, qui rendait souvent visite à sa maison. Comme je l'ai mentionné précédemment, Deepa n'était pas seulement enseignante, mais aussi une influenceuse. Grâce à ses photos et vidéos, il était facile de voir à quel point elle était belle. En raison de cela, de nombreuses personnes appréciaient ses publications et ses réels, et elle a commencé à gagner de nombreux abonnés. Parmi ses abonnés se trouvait Nitesh, qui, contrairement aux autres, est devenu un ami proche de Deepa. Leur amitié s'est approfondie au fil du temps, au point que Nitesh et Deepa se visitaient régulièrement. Deepa considérait Nitesh comme un frère et Nitesh l'appelait également sa sœur. Mais ce n'était pas vrai, Nitesh ne faisait que prétendre être un frère. 2 ans se sont écoulés ainsi. Sous le prétexte de l'aider à éditer ses réels, il l'appelait et lui envoyait constamment des messages et visitait régulièrement sa maison. Cette proximité entre Nitesh et Deepa a commencé à agacer son mari Lokesh. Il se sentait de plus en plus contrarié par la proximité croissante de Nitesh avec sa femme et par le fait qu'il l'appelait et lui envoyait constamment des messages. On peut imaginer à quel point il était perturbant pour Lokesh de voir Deepa visiter la maison de Nitesh et Nitesh venir chez eux. Cette situation préoccupait beaucoup Lokesh. De plus, les villageois ont commencé à murmurer sur l'épouse de Lokesh et Nitesh, aggravant les choses pour lui. En conséquence, Lokesh a dit à sa femme qu'elle ne devait plus rencontrer Nitesh ni lui parler par téléphone ou par message. Ces problèmes ont conduit à une discussion significative entre le mari et la femme. Lokesh a averti Deepa qu'elle ne devait ni visiter la maison de Nitesh ni permettre à Nitesh de venir chez eux. Deepa a accepté cela et a dit à Nitesh que leur amitié était terminée. Elle lui a dit qu'elle ne lui enverrait plus de messages ni ne l'appellerait, et qu'il ne devrait plus la contacter ni la visiter non plus. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment,
Nitesh ne faisait que prétendre être un frère tout en ayant d'autres intentions. En raison de cela, la police a commencé à soupçonner que Nitesh pourrait être impliqué. Ils ont commencé à enquêter sur lui, mais ont rapidement découvert que Nitesh n'était ni chez lui, ni dans aucun endroit du village. Lorsqu'ils ont suivi son numéro de téléphone, ils l'ont trouvé éteint. Cela a approfondi les soupçons de la police, qui ont continué à suivre son numéro mobile. Finalement, lorsque son téléphone s'est rallumé, ils l'ont localisé à Vijanar. La police s'y est rendue rapidement, l'a trouvé et arrêté. Il a été amené au poste de police pour être interrogé. Lorsque la police l'a accusé d'être responsable de CE qui est arrivé à Deepa, la vérité que Nitesh a révélée a laissé tout le monde stupéfait. Lorsque Deepa a décidé de mettre fin à leur amitié et lui a dit qu'ils ne pouvaient plus se voir ni parler, Nitesh n'a pas pu accepter ce changement soudain. Malgré le message clair de Deepa à Nitesh sur la rupture des liens, Lokesh a remarqué que Nitesh continuait à essayer de la contacter. Un jour, après leur séparation supposée, Nitesh a appelé à nouveau Deepa et son téléphone a sonné, ce qui indiquait qu'elle ne l'avait pas bloqué. Cela a donné de l'espoir à Nitesh et l'a conduit à croire que Deepa ne le détestait pas complètement et ne voulait pas couper toutes les connexions avec lui. Nitesh a commencé à rêver qu'il y avait encore une chance pour que leur relation continue d'une manière ou d'une autre. Ce malentendu a alimenté ses actions et pensées, entraînant davantage de complications et de malentendus entre toutes les parties impliquées. 15 jours après leur rupture, le matin du 20 janvier, Nitesh a appelé Deepa. Au cours de l'appel, il a mentionné que c'était son anniversaire et Deepa lui a souhaité le meilleur. Cependant, Nitesh n'a pas accepté ses vœux et a plutôt demandé à ce qu'elle soit avec lui comme elle l'avait été lors de son anniversaire précédent. Il l'a invité à venir le féliciter en personne. Deepa a refusé et a mis fin à l'appel, puis est allé à l'école. Malgré cela, Nitesh a continué à l'appeler et a commencé à lui supplier de se rendre au temple Yognarima à Melo. Il était environ 12h06. Incapable de supporter ces supplications persistantes, Deepa a décidé de se rendre au lieu qu'il avait mentionné. Ils ont commencé à parler au pied des collines, mais leur conversation s'est rapidement transformée en dispute. Pendant la bagarre, Nitesh a commencé à frapper Deepa. De nombreux touristes présents ont assisté à la scène et quelqu'un a même enregistré une vidéo à distance. Réalisant cela, Nitesh est devenu prudent et a persuadé Deepa, qui pleurait, de se déplacer vers un autre endroit. Une fois là-bas, Nitesh lui a supplié de parler et d'être avec lui comme avant. Deepa a refusé, lui disant que son mari et son fils étaient plus importants pour elle. Elle a également mentionné que ce serait la dernière fois qu'ils se rencontreraient. Après s'être dit adieu, elle est partie. Alors qu'elle essayait de partir, Nitesh l'a attrapée par l'écharpe et a commencé à l'étrangler. Deepa est tombée au sol. Nitesh a alors pris une grande pierre et l'a placée sur le visage de Deepa tandis qu'elle était au sol, lui causant des blessures graves et des saignements. Il a ensuite utilisé la même écharpe pour lui couvrir le visage et le cou et a continué à l'étrangler. Incapable de respirer, Deepa est morte peu après. Ensuite, Nitesh a réfléchi à ce qu'il devait faire ensuite. Il a creusé un trou de 60,5 cm de profondeur et a enterré le corps de Deepa. Une fois le corps enterré, il a envoyé un message vocal à son père. Dans le message, il a avoué « Papa, j'ai fait une grosse erreur. Ne me cherche pas, s'il te plaît, trouve un bon mari pour ma sœur. » Après avoir envoyé le message, il a éteint à la fois son téléphone et celui de Deepa et s'est caché. Nitesh a ensuite admis à la police ce qu'il avait fait. Pour l'instant, le rapport d'autopsie de Deepa n'a pas été publié. Une fois qu'il sera disponible, nous saurons l'ampleur de la torture qu'elle a endurée et si elle a été agressée sexuellement avant sa mort. On dit que, en raison de l'influence du père de Nitesh dans le village, la police n'a initialement pas pris l'affaire au sérieux. Cependant, comme je l'ai mentionné, quelqu'un a enregistré une vidéo de 13 secondes de la dispute entre Nitesh et Deepa. Cette vidéo est devenue une preuve cruciale dans l'affaire. Étant donné qu'il s'agit d'un sas récent, l'enquête est encore en cours. Les amitiés qui dépassent les limites peuvent être nuisibles. En général, notre intuition nous alerte sur les relations toxiques avant même nos proches. Si nous prenons en compte ces avertissements précoces, nous pouvons rester vigilants et nous protéger. Restez attentifs à ce type de relations. Les relations qui commencent innocemment comme des liens fraternels peuvent devenir problématiques, comme on l'a vu avec le mari de Deepa et son fils de 8 ans. Beaucoup de mauvaises relations sur Instagram commencent par de brèves rencontres et se terminent brusquement. Est-il incorrect que Deepa publie des réels sur Instagram et soit amie avec Nitesh, ou est-ce Nitesh qui est dans l'erreur? Que pensez-vous de ce cas?